Alors, quel est votre métier? Je suis médecin anesthésiste. Qu'est-ce qui vous a déjà tourné vers l'hypnose? Pourquoi ce choix? Alors, le choix de l'hypnose, c'était d'abord de la curiosité pour apprendre de nouvelles techniques et voir comment améliorer ma pratique d'anesthésiste, apprendre de nouvelles choses. Alors, l'anesthésie, c'est tout à fait une technique médicamenteuse par excellence. Qu'est-ce que ça peut apporter dans votre travail? L'hypnose dans le métier d'anesthésiste, ça apporte surtout une meilleure manière d'aborder le patient, de le rassurer, de comprendre son appréhension qui est légitime pour un geste qui est par essence stressant comme une anesthésie générale ou une piqûre, des choses comme ça. Et le fait de connaître l'hypnose permet d'avoir de nouvelles solutions à apporter au patient pour rendre les soins le plus confortable possible pour lui. Alors, à titre d'expérience personnelle, j'ai l'impression que c'est tout à fait marginal comme approche. Est-ce que vous avez l'impression d'être marginal dans votre métier ou vous voyez de plus en plus de gens faire appel à l'hypnose dans votre profession à vous? Il y a de plus en plus d'anesthésistes, d'infirmiers anesthésistes qui se forment à l'hypnose. C'est en train, depuis quelques années, vraiment de se démocratiser, de se développer. Dans la plupart des équipes, on va trouver aujourd'hui une ou plusieurs personnes formées aux techniques d'hypnose qui souvent vont à la fois être pratiquants de la technique et puis par effet un petit peu de contagion vont inciter les autres soit à récupérer quelques trucs et astuces pour que les choses se passent mieux, soit carrément eux-mêmes se former pour importer ces techniques-là au sein d'une équipe. Ça n'est pas aujourd'hui, à mon avis, quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui est vraiment en plein essor. Est-ce que le patient est demandeur ou est-ce que c'est vous qui en parlez avec lui? Il y a deux cas de figure. Il y a des techniques en fait qui relèvent plus des techniques de communication hypnotique, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre certaines techniques sans expliciter formellement au patient que c'est de l'hypnose qu'on fait avec lui, mais c'est un ensemble de techniques qui vont permettre de rendre encore une fois les choses plus simples, plus faciles pour lui comme pour nous. Et puis il y a des cas où il s'agit vraiment d'hypnose, de ce qu'on peut appeler l'hypnoanalgésie, c'est-à-dire une intervention qui se déroule sous hypnose. Et là, soit c'est une demande du patient qui sait que dans tel établissement, eh bien, effectivement, on peut réaliser cette intervention sous hypnose, soit c'est une proposition de l'équipe anesthésique et chirurgicale en disant, pour votre intervention, on peut faire une anesthésie, on va dire classique, ou on peut le faire sous hypnose. Alors justement, dans votre expérience, quel genre d'intervention a été faite sous hypnose sans médicaments du tout? Alors, l'hypnose vient toujours au bloc opératoire au moins avec une anesthésie locale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser une chirurgie entièrement sous hypnose sans avoir recours à quoi que ce soit au niveau anesthésie locale. L'hypnose se fait toujours dans un environnement sécurisé. Moi, je reste médecin anesthésiste, donc même pour une chirurgie sous hypnose, il y a l'environnement du bloc opératoire, la surveillance du pouls, de la tension, la pose d'une voie veineuse, etc. Toute la sécurité anesthésique habituelle. Et après, dans ma pratique, dans mon établissement, on a beaucoup travaillé sur la chirurgie du cancer du sein sous hypnose, avec vraiment un réel bénéfice pour les patientes qui en ont bénéficié en termes de confort, en termes de gestion du stress dans une situation difficile comme la chirurgie d'un cancer. Et aujourd'hui, ça se développe, encore une fois, dans mon établissement, dans la chirurgie cervicale, chirurgie en particulier de la thyroïde, sous hypnose et anesthésie locale. Ce sont les deux domaines dans lesquels on a le plus développé l'hypnose dans ma clinique, mais ça n'est qu'un exemple. Il y a beaucoup de chirurgies esthétiques, orthopédiques, gynécologiques, où l'hypnose peut être proposée aux patients pourvu que dans l'équipe, il y ait des gens correctement formés à ces techniques-là. Alors, dans le cas où on a affaire à une anesthésie traditionnelle médicamenteuse, est-ce que l'hypnose pourrait intervenir dans la phase de réveil, qui est aussi une phase très stressante pour le malade? L'hypnose, quand on reste sur une anesthésie classique, intervient dès l'accueil du patient au bloc opératoire. C'est-à-dire que le fait d'améliorer sa communication avec le patient pour induire l'anesthésie générale, mettre en place d'emblée ce qu'on peut appeler une espèce de communication hypnotique qui soit réassurante pour le patient est déjà bénéfique, et on sait que plus un patient est calme quand il s'endort, meilleures vont être les conditions de réveil. Et à ce moment-là, au sortir de l'anesthésie générale, il y a
encore une fois une place, pas pour de l'hypnose formelle, mais pour une communication adaptée, une hypnose conversationnelle qui rende le passage en salle de réveil aussi rassurant que possible pour le patient. Vous avez commencé à vous former à quelle date, hein? J'ai commencé à me former il y a 6 ans, en 2011. Quelles ont été vos étapes de formation jusqu'à ce jour? Alors les différentes étapes de ma formation, ça a été d'abord une formation à l'hypnose dans le cadre de la douleur aiguë, que j'ai pu assez rapidement mettre en pratique au sein du bloc opératoire. Et puis j'ai continué à aborder l'hypnose à travers différents modules de formation sur des thèmes spécifiques, l'hypnose profonde, et puis secondairement l'utilisation de l'hypnose en douleur chronique, c'est-à-dire que dans ma pratique, il y a l'hypnose au bloc opératoire et il y a l'hypnose en consultation pour des patients qui souffrent de douleurs chroniques pour lesquelles les techniques médicamenteuses classiques ne sont pas suffisantes. Et puis, au fur et à mesure, je suis moi-même devenu enseignant en hypnose pour l'Institut Erickson de Biarritz. Quelle est l'approche que vous faites de l'hypnose quand vous avez à enseigner à vos pairs, à des gens qui exercent exactement le même métier que vous? Dans une formation en hypnose pour des collègues, en tout cas des gens qui exercent le même métier que moi, l'objectif est de leur faire découvrir de nouvelles techniques, un nouvel état d'esprit peut-être, et le souci des formations qu'on dispense, c'est d'être très pratique, c'est-à-dire que l'hypnose n'est pas quelque chose d'éthéré, d'intellectuel, c'est aussi quelque chose de très pratique dans un enseignement aux anesthésistes, aux infirmiers anesthésistes et d'une manière générale aux professionnels de santé. C'est un enseignement qui s'ancre dans la pratique, c'est-à-dire que toutes les techniques que l'on enseigne trouvent leur application très rapidement dans le quotidien des soignants. Est-ce que vous avez, hors de votre enseignement, des collègues qui sont tout à fait réfractaires? Et dans ce cas, quelle est votre position? Au sein d'une équipe, on ne peut pas convaincre tout le monde. Donc, en gros, je pense qu'on peut classer les gens en 3 parties. Il va y avoir les convertis, les gens qui vont être séduits, vont avoir envie d'apprendre et vont chercher à apprendre de ceux qui pratiquent déjà. Et puis, il y a des gens qui sont gentiment indifférents, qui vont nous regarder faire sans s'y intéresser plus que ça. Les réfractaires ou franchement hostiles, heureusement, sont, à mon sens, marginaux. Il y a toujours des réflexions moqueuses, des genres « je vais éviter de te regarder dans les yeux, on ne sait pas ce que tu pourrais me faire », mais ça reste fort heureusement très très marginal. Et puis, on ne peut pas aujourd'hui ne pas tenir compte de l'hypnose dans le domaine médical. L'hypnose aujourd'hui a un argumentaire scientifique à faire valoir. Il y a des études dans les publications reconnues qui prouvent les bienfaits de l'hypnose et ses mécanismes neurologiques. Donc, dire quand on est professionnel de santé, tout ça c'est du charlatanisme, c'est faux, et les arguments scientifiques aujourd'hui sont là pour prouver l'existence de l'hypnose, ses mécanismes et ses bienfaits. Dans votre environnement professionnel, quelle évolution voyez-vous là actuellement? Est-ce que vous avez vu depuis 2012, vous avez commencé à vous former, 2011-2012, est-ce que vous avez vu une évolution? Quelle est l'évolution dans la mentalité des gens, dans les professionnels de santé? L'évolution de la mentalité dans les professionnels de santé, c'est une meilleure connaissance de l'hypnose. Ça n'est plus réservé aux pionniers qui ont été les gens auprès desquels j'ai appris dans les années 90-2000, qui ont œuvré pour que l'hypnose soit reconnue. Ça n'est plus une démarche personnelle de curiosité, comme ça peut être celle de la mienne et de beaucoup de mes collègues. Aujourd'hui, ce sont des établissements entiers qui cherchent à offrir des programmes de formation à l'hypnose adaptés à l'ensemble du personnel. L'intérêt des formations en hypnose fait vraiment sens quand c'est un établissement entier qui fait cette démarche-là sur plusieurs années pour former un maximum de monde, pour que ça soit vraiment une démarche d'établissement. L'évolution que je vois, c'est qu'on est en train de passer d'une démarche personnelle à une démarche d'équipe. C'est ça qui est vraiment intéressant, en particulier quand on est enseignant. Alors, dernier mot, quand vous parlez d'équipe, ça part de quel personnel jusqu'à quel personnel soignant?
Dans le cadre des formations à l'hypnose dans les instituts sérieux, référencés comme tels, les formations s'adressent aux soignants. Alors tout le monde ne peut pas aller aussi loin dans la pratique de l'hypnose. On ne peut pas avoir la même exigence de formation pour une infirmière et pour un médecin, qui soit anesthésiste, psychiatre ou généraliste. Mais chaque professionnel de santé amené à être au contact du patient peut tirer profit d'une formation à l'hypnose, ne serait-ce que d'une initiation à certains principes, certaines techniques de base. Ça m'amène une question au sujet des professionnels de santé. Le médecin en cabinet, le médecin seul en cabinet, a-t-il le temps matériel de proposer de l'hypnose à son patient? Le temps dévolu à l'hypnose au cours d'une consultation, en fait, on peut le voir de deux manières. Il y a l'utilisation de l'hypnose, encore une fois, comme une manière d'améliorer sa communication, de faire passer des suggestions hypnotiques, d'aider le patient à voir les choses autrement, l'aider à dépasser une certaine difficulté par une hypnose qui va être en filigrane dans une conversation d'apparence banale. Et puis, il y a des consultations clairement dévolues à une séance d'hypnose, comme on dit. Là, le temps à y consacrer varie, je dirais qu'il varie entre 30 minutes et 1 heure selon la problématique et les habitudes de pratique. L'hypnose aujourd'hui n'est pas forcément prise en considération, même si elle est reconnue comme pratique médicale, n'est pas forcément rémunérée de façon extravagante pour le temps qu'on peut y passer. Donc le problème du temps reste un problème dans la pratique des médecins. Quel temps passer à une consultation d'hypnose? C'est l'appréciation de chacun suivant son organisation, son emploi du temps.